Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de novembre 2021. Je vais commencer par les podcasts et la musique. Le premier podcast dont j'ai envie de vous parler, c'est un podcast de l'émission Queer qui est distribué par Nouvelles Écoutes. Ils ont fait une série qui s'appelle Au nom du Fils et qui revient sur la vie de Augustin qui a grandi dans le Nord avec une famille contre le droit de mariage pour les homosexuels et ses parents l'ont emmené en manifestation quand il était enfant, sauf qu'il s'avère que désormais il est homosexuel et sa famille est au courant. Et à travers des interviews, on va entendre les parcours de ce garçon, du ressenti de sa mère notamment, de toute sa famille, de à quel point ça a creusé quelque chose dans le foyer, à quel point ses proches se sont remis en question et ont essayé de travailler sur eux-mêmes pour essayer de sortir de cette sphère dans laquelle ils ont toujours été, à savoir d'une sphère homophobe. Je trouve que c'est très bien fait, les épisodes durent une demi-heure environ et il me semble qu'il y a 5 ou 6 épisodes actuellement. Distribué sur Spotify, mais vous pouvez l'écouter sur toutes vos applications et il est vraiment très brillant, très beau. Je pense que ça peut en aider beaucoup à faire leur coming out et à vivre avec ces réalités-là, à trouver les points de vue aussi des autres. L'autre podcast que j'ai écouté, c'est un podcast en anglais qui s'appelle Dadapod. Je vais vous parler de l'une de ses créatrices à la suite. C'est un podcast qui est tenu par Moya Mawani. Ce podcast n'a que des anciens épisodes actuellement, mais elles ont fait ce podcast lorsqu'elles étaient ensemble à l'université à Dublin. Elles parlent de leur vie, des problématiques qu'elles rencontrent, du nouvel an, de ce qu'elles aiment, de ce qui les inspire, de leurs plats préférés, de leur vie, des dates, d'être étudiante à Dublin. Et c'est vraiment la vie d'étudiante. C'est très feel good, ça fait du bien. Je trouve que ça met dans une bonne dynamique dès le matin. Quand je pars de chez moi, quand je vais me balader, je me mets souvent un épisode de ce podcast et ça me fait hyper plaisir. Ensuite, dernier podcast dont je vais vous parler, c'est Parlons Péloche. Comme le titre le laisse à penser, c'est un podcast qui traite de cinéma. Les épisodes que j'ai écoutés en grande majorité, c'est ceux sur les rétrospectives de certaines années avec les films qui leur ont le plus plu. J'ai écouté celui de 2020, 2019, etc. Il y a aussi toute une rétrospective sur des distributeurs précis, comme la franchise Pixar. Il me semble qu'il y a DreamWorks aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Ils doivent avoir fait Disney. Et ils font des épisodes plus courts sur des œuvres précises. J'avoue que j'ai pas pris le temps de me pencher sur ces épisodes-ci, mais les longs épisodes de 2 heures me font un peu penser à ce que j'écoutais il y a quelques années, c'est-à-dire 2 heures de perdu. Il y a le même humour, même si c'est pas du tout le même format. Et il y a cette critique de cinéma en règle générale, mais qui pour le coup est beaucoup moins élitiste que celle que j'ai l'habitude de voir. Ensuite, dernière chose au niveau audio, il s'agit de l'album que j'ai passé en boucle depuis qu'il est sorti, depuis le 19 novembre, c'est-à-dire Brûler le feu de Juliette Armanet. Juliette Armanet, c'est l'une des artistes françaises actuelles que j'aime le plus. Elle a sorti son premier album il y a quelques années, je l'ai en vinyle, je l'ai écouté comme c'est pas permis. C'est une artiste que je trouve brillante et intellectuellement et dans sa personnalité et dans ses créations. Et le 19, elle a donc sorti son nouvel album. Elle avait déjà sorti les singles auparavant, mais j'attendais ce jour comme un anniversaire, c'est-à-dire que c'était noté dans mon agenda. Je l'ai écouté le jour même. Les titres que j'ai beaucoup aimés, c'est surtout Vertigo, Qu'importe. Il y a Le Dernier Jour du Disco qui était le titre qui est sorti en premier en preview. C'est vraiment mon top 3. Qu'importe, Vertigo et Le Dernier Jour du Disco. Et après, il y a Brûler le feu qui vient. Comme l'indique le titre que j'ai incité, c'est-à-dire Le Dernier Jour du Disco, elle a beaucoup de sonorités qui se recoupent avec la scène disco que l'on connaît, qui a été dans les années 70.
On voit qu'il y a on peut voir qu'il y a quand même des morceaux qui sont tout de même analogues avec ceux qu'elle avait déjà créés pour son premier album. Elle retrouve aussi cette douceur dans la voix que j'aime tant, dans Vertigo, mais aussi dans Je te le donne. Au début de plusieurs musiques, en fait, elle a ces sonorités très douces, très ballades de pop, et d'un coup ça explose et ça tourne. Soit en pop actuel très funky, soit justement en disco. Et c'est ce qui me plaît, c'est qu'elle a une palette de couleurs, une palette de sons qui m'intéresse beaucoup, que ça soit dans l'instrumental ou dans sa voix, tout simplement. Je trouve qu'elle a une DA pour l'album qui est super, il y a une unité et il n'y a pas un morceau qui semble totalement en dehors des autres. Vraiment, il y a une construction en fait de l'enchaînement qui est excellent à mon sens. Et j'espère, parce qu'on arrive bientôt à Noël, que mes parents auront pensé à moi pour le concert qu'elle fait plus tard en 2022. Ensuite, je vais vous parler des créateurs et des créatrices, notamment sur YouTube. Donc la première dont je vais vous parler, c'est une à laquelle j'ai déjà fait référence avec Dadapod, c'est Moya Mahoney. Je crois que j'en avais déjà entendu parler 2-3 fois, mais là, c'est-à-dire que j'ai passé le mois à binge-watcher toutes ses anciennes vidéos. J'ai adoré découvrir cette fille dans sa vie, dans la vie qu'elle a eue à Dublin, dans la vie qu'elle a à Londres, dans le voyage qu'elle a fait à Paris dernièrement. Ça me fait plaisir de voir ça de sa part, différemment d'une Française. Elle est étudiante en beaux-arts, elle a aussi fait une licence sur la littérature. Là, elle a pris un temps pour elle, il me semble, après ses études, pour se faire une année destinée à YouTube et à ses autres activités. Je sais pas si elle va reprendre les études après, mais en tout cas, son travail de création est super. Elle a un univers très doux, elle fait que des vlogs quasiment. Je retrouve cet univers proche de celui de Naina Florence dont je vous avais déjà parlé auparavant. Elle est reposante, elle a un univers reposant. C'est des vidéos avec lesquelles j'aime bien débuter ma journée. Il y a cette sensation d'apaisement qui fait qu'on a l'impression d'être avec elle et juste qu'elle se confie à nous, alors sans que ça soit intrusif dans son quotidien. Elle a un univers très inspirant même dans son quotidien et c'est ça que j'aime bien chez elle. Deux autres créatrices que j'ai découvertes à la fin du mois, alors je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup. Il s'agit du Faucon littéraire et du compte Des pages et des lettres qui a été premièrement connu sur Instagram il me semble, qui a ensuite décidé de faire une chaîne YouTube. Le Faucon littéraire a quand même une DA beaucoup plus tournée vers les vidéos face cam et sur des vidéos explications où elle revient aussi sur ses lectures. Des pages et des lettres, elle ne fait quasi que des vlogs. Il dure quand même en règle générale plutôt entre 20 et 40 minutes. J'aime de plus en plus les vidéos longues alors que j'ai l'impression que YouTube aime de moins en moins. Et je trouve qu'elles ont toutes les deux du dynamisme. Donc si vous ne les connaissez pas, il me semble pas qu'elles aient énormément d'abonnés sur YouTube. Donc je vous laisserai à la regarder lorsque j'aurai mis leur lien en barre d'infos. Je vais vous parler de l'exposition que j'ai faite ce mois-ci. Il s'agit de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs de Paris sur le couturisme de Mugler. Il est programmé jusqu'en avril, donc vous avez encore le temps d'aller la voir. J'ai été parce qu'il y avait trop de monde au Centre Pompidou et c'était un joyeux hasard. Et au final, je n'ai pas été déçue. Sachez que pour les moins de 26, les entrées sont gratuites. On va découvrir tout l'univers de Mugler, du début de ses années jusqu'à son apogée actuel. C'est très chronologique et c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on arrive à voir tout le travail en amont du créateur. J'ai pas l'habitude de voir des expositions d'art décoratif, d'objets à proprement parler qui ne soient pas des objets historiques qui viennent notamment d'Égypte ou de la Rome antique. Là, ça change totalement. C'est un art actuel, au sens où il est du XXe siècle et du XXIe siècle. Et on voit aussi toute l'influence qu'il a encore actuellement parce qu'on voit des costumes qui ont été portés par Nicki Minaj notamment. Il me semble qu'il y a une robe que Miley Cyrus a portée, que Lady Gaga a portée à un moment. Donc c'est quand même assez intéressant. On les voit dans des scénographies très précises. Il y a tout un thème autour de la vie aquatique, un thème inspiré de Metropolis qui était excellent. Un thème plutôt autour de la publicité, une scéno avec
un univers spatial en quelque sorte, un autre inspiré des insectes. C'était impressionnant de voir le brio dont il avait fait preuve, l'inventivité dans l'utilisation des tissus mais aussi de tous les matériaux qu'il a suscité pour pouvoir arriver à une prouesse telle que celle qu'il a réalisée sur tous ses défilés. Et clairement, je sais pas comment il a fait, je sais pas où est-ce qu'il va puiser toutes ces idées, mais c'est incroyable. Les cartels explicatifs sont quand même assez détaillés pour la plupart des œuvres, donc c'est hyper intéressant. C'est bien pensé parce que du coup, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas très bien a de quoi apprendre et a de quoi être stimulé par l'exposition, et c'est ce que je reproche à certaines où justement il n'y a aucune explication, on a l'impression que ce n'est fait que pour les personnes qui sont un peu renseignées, et c'est le problème que j'ai souvent. Et là pour le coup ce n'est pas le cas, et j'ai beaucoup aimé aller pour la première fois au MAD et aller voir cette exposition. À la suite de celle-ci, il y en avait une autre que j'ai faite aussi, mais plus brièvement, parce que pour le coup, justement, je relève ce problème-ci qui était que c'était vachement plus orienté quand même vers des gens qui étaient renseignés. C'est l'exposition Cartier et les arts de l'islam aux sources de la modernité. Pour le coup, Cartier, il y a ce côté que je viens de déplorer, qui était que c'était beaucoup moins fait pour les personnes qui n'étaient pas aguerries. Donc on revient surtout sur les inspirations donc, de l'islam qui a été rapporté en Europe par Cartier. On voit beaucoup de tapisseries, beaucoup d'objets de la vie courante, beaucoup d'objets décoratifs et aussi beaucoup de joaillerie, et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai plus l'habitude de voir dans les musées, et c'est quelque chose qui m'a un peu déplu parce que finalement, quand on va dans des musées d'histoire, on voit beaucoup ce type d'objets. Alors certes, c'est pas Cartier, certes, c'est pas fait avec autant de savoir-faire, mais c'est vrai que j'y suis, alors certes, beaucoup moins sensible que quand je vois des pièces qui prennent autant de place que celles de Mugler. Et j'avoue que faire les deux expositions dans ce sens-là, ça a peut-être pas été une chose qui a été bonne, parce que du coup, j'ai été tellement impressionnée par la première que la seconde m'a un petit peu laissée pantoise. Et puis, à la fin de la première exposition, j'étais un peu claquée. C'était la fin de journée, il y avait un petit peu plus de monde, donc forcément, ça m'a donné moins envie de rester. Il y avait quand même énormément de monde malgré le fait que j'y sois allée en semaine. Donc je vous conseille d'y aller plutôt le matin et en semaine, mais vraiment sur les jours où vous savez qu'il y a moins de gens, donc plutôt en début de semaine. Ensuite je ferai une deuxième partie avec les films, les séries et les livres. Mais pour l'instant je vais terminer celle-ci avec les émissions. J'ai regardé l'émission France TV / Étiquette. France TV / je n'avais jamais regardé leurs émissions. Et j'ai eu le plaisir d'avoir ces émissions dans mes recommandations YouTube. Ça va montrer un groupe de personnes qui reflètent une identité au sein de la société. Donc par exemple, ça va être trans vs cliché, détenu vs cliché, addict vs cliché. À travers ces portraits-là, on arrive à déconstruire tout ce que l'on croit, tout ce que l'on peut croire et tous les clichés qui sont imputés à ce groupe-ci. C'est-à-dire qu'il y a deux canapés face à l'autre. Moi, désolée pour la lumière, c'est en train de baisser. Je vais essayer d'allumer la lumière pour voir. Donc je disais, Étiquette, c'est une émission de France Télé et les personnes entendent un cliché qui est dit par une voix off. Par exemple, on a moins de chances de réussir dans la vie si on vient de banlieue, et les personnes qui sont d'accord avec ce fait vont s'asseoir sur un canapé, et celles qui y sont opposées s'assoient en face et ils vont exposer leur point de vue à travers leur propre histoire, à travers ce qu'ils ont pu voir aussi en dehors de la leur, et ça permet d'avoir d'autres perspectives que celles que l'on pourrait imaginer. Par exemple, il y a des prises de parole que j'aurais jamais pu comprendre ou que j'aurais jamais cru être le cas, être insufflé de la part des personnes concernées, parce que eux-mêmes expliquent pourquoi, à leur sens, ça résonne comme ça avec eux et avec ce qu'ils connaissent. Et ça permet d'avoir justement la personne, la perception et la réalité de la part de quelqu'un qui est dans une situation précise, que ça soit adopté vs cliché, que ça soit
enfant d'immigrés vs cliché, séropositif vs cliché, journaliste vs cliché, influenceur vs cliché. En fait, il y a vraiment pléthore de vidéos sur des métiers, des situations, des réalités en fait totalement différentes. Et donc si ça peut vous intéresser, les épisodes sont sur YouTube, sur France Télé Slash. Ça se regarde très bien et il me semble que les émissions sont pas très longues. Une autre émission que j'ai pas mal aimée, que j'ai vue sur Canal+, parce que c'est délivré par eux, c'est Le Cercle et aussi leur autre émission du même type qui est destinée aux séries, donc Le Cercle série. Le Cercle, qu'il s'agisse de l'émission série ou film, ça va revenir sur les dernières sorties de la semaine ou du mois dernier. Les séries, il me semble que c'est tous les mois, et puis le Cercle film, c'est toutes les semaines. Donc c'est des émissions de 40 minutes qui vont faire le débrief des films qu'ils ont vus et des films qui sont sortis. Donc dans les dernières émissions, il y a celle du 6 décembre. Dans les dernières émissions, il y a les sorties de la semaine dernière, mais j'ai regardé particulièrement celle du 27, donc qui était sur l'événement. Il me semble que la semaine précédente, forcément, il y avait Orange Sanguine. Ça revient quand même beaucoup sur les films états-uniens et les films français, donc on voit quand même un panel un petit peu moindre que celui qu'on peut entendre dans des cercles plus approfondis sur les films internationaux. Mais il y a quand même un beau panel qui est montré. En 45 minutes, ils n'ont pas nécessairement la possibilité de parler de tout, et dans toutes les émissions, de toute façon, il y a des choix qui sont faits sur les sorties parce qu'il y en a beaucoup trop finalement, entre les films qui ressortent, qui sont remasterisés, entre les sorties actuelles, entre les sorties DVD, les sorties VOD, les sorties SVOD, et on est en train de se perdre. Quant aux sorties ciné, il y en a quand même environ 6 minimum qui sont sorties, et ça je prends que sur une large distribution. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se centrer sur tous. Néanmoins, ça permet d'avoir une belle vision de ce que l'on voit le plus. Par exemple, l'émission sur l'événement m'a beaucoup plu parce que c'est un film que j'ai vu et c'est un film que j'avais envie de voir dans la critique, qui a quand même eu un prix à Venise. On ne peut que féliciter ça. C'est une adaptation de Annie Ernaux sur un sujet qui est hyper important, et ça réactualise encore le débat qui, dans certains pays, dans certains états, n'est toujours pas questionné. Je crois que c'est important de mettre ça sur le devant de la scène. Bien sûr, c'est le cas en France, et espérons que ça le reste. Il y a des journalistes ciné, des critiques qui changent souvent. Il me semble qu'il y a même un épisode que j'ai vu où il y avait Iris Bray, celle qui a écrit Le regard féminin, et qui a repris la théorie initiale du male gaze pour la remettre dans le discours actuel. Je vous laisse regarder ça. Je trouve qu'il y a quand même des perspectives qui sont intéressantes, parce que tous les chroniqueurs et toutes les chroniqueuses ne sont pas toujours d'accord. Il y a des éléments qui changent, et c'est aussi ça qui est intéressant, encore une fois, de voir les points de vue de tous et de toutes. Si vous voulez, il y a les extraits sur des films précis qui sont distribués sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez regarder les extraits qui vous intéressent, et comme ça vous permet de voir un petit peu la teneur des propos qui sont tenus en règle générale, et bien évidemment de vous tenir informé sur le cinéma ou les séries. C'est juste après pour vous, mais pour moi c'est le lendemain. Je vous retrouve pour la seconde partie de ce bilan culturel. Je commence tout de suite avec les séries. Ce mois-ci, j'ai regardé Only Murders in the Building, qui est diffusé sur Disney+. Il y a Selena Gomez notamment dedans, qui est dans l'un des rôles principaux. On va suivre plusieurs résidents d'un même immeuble à New York. Il y a une série de meurtres à répétition, dont on ne sait pas qui est le criminel. 3 personnes de l'immeuble vont essayer de trouver le coupable. Donc on a effectivement Selena Gomez et 2 hommes beaucoup plus âgés qui sont notamment en fin de carrière à New York. Il y en a un qui a été dans les comédies musicales beaucoup, et un autre qui a été acteur dans une série B
à une époque très très connue, mais qui depuis est devenue très très has-been. Et donc ces 3 personnages vont agir ensemble pour résoudre cette énigme, et autour de ça va se dérouler un podcast que les 2 personnes plus âgées tiennent, parce qu'il y a une croissance des podcasts de true crime dans l'univers médiatique. Grâce à ça, les 2 personnes vont aussi essayer de retrouver la célébrité qu'ils ont connue, à tort ou à raison, parce que ça réussit plus ou moins. Selena Gomez, quant à elle, est pleine de secrets. Elle a beaucoup de choses qui sont cachées, qu'elle dit pas forcément à ses collègues, mais on les apprendra au fur et à mesure quant à sa jeunesse et quant à ce qui s'est passé dans cet immeuble-ci. Je trouve que les personnages sont marrants, ça se regarde très bien, c'est à la fois comique et il y a quand même ce côté énigme sans que ça fasse peur. C'est vraiment bon enfant et c'est très très agréable à regarder. Il me semble que les épisodes font une 30aine de minutes, donc ça se consomme très très bien. Deuxième série que j'ai regardée ce mois-ci, c'est Scent of a Marriage de OCS, donc qui est la reprise du film et de la mini-série initiale créée par Ingmar Bergman, dont j'ai parlé du film dans le bilan culturel précédent. Je ne savais pas qu'il avait fait une mini-série à ce sujet auparavant, mais du coup j'ai eu l'occasion de l'apprendre en me renseignant un petit peu. Dans cette version-ci, on a une revisite à l'américaine de ce couple qui est totalement en train de se déliter. Le réalisateur, c'est celui qui a réalisé la première version de En thérapie, qu'on a vu adaptée en France et dans d'autres pays. Dans cette version de scène de la vie conjugale, la différence réside majoritairement dans le fait que le personnage qui a le dessus au début, qui est beaucoup plus détaché de la famille et qui a une émancipation plus grande, c'est la femme. Contrairement à la version initiale, où le personnage qui était plutôt néfaste était le mari, et il ne remettait jamais en question la place de père qu'il tenait, mais aussi la place de la famille dans sa vie. La mère, contrairement à cela, ici, elle donne de l'importance à sa fille notamment, qui se recoupe avec la version originale. C'est tout de même le côté analyse de soi et forcément la déchéance de ce couple. D'ailleurs, le réalisateur a lui-même dit dans la présentation de la série, il me semble, que là où Bergman il avait voulu relater une histoire d'amour, lui il a plutôt voulu relater une histoire de divorce, et à quel point ça fait mal de divorcer. Donc on va voir ces 2 personnages s'éloigner, et ça va être fait d'une manière assez différente, dans le sens où on commence effectivement par une interview quand on entre dans l'intrigue. Le premier plan que l'on voit, et ça m'a beaucoup déstabilisée et je sais que j'ai pas été la seule, c'est le plan justement de l'actrice principale qui rentre sur le plateau, qui enlève son masque. Donc forcément ça nous fait penser à la période de pandémie. La pandémie les a pas du tout aidés sur le tournage de la série et ça se sent beaucoup. Il y a beaucoup de références et en fait ce qui se passe c'est que l'on voit les 2 acteurs entrer sur le plateau, se préparer avec cette espèce de mise en scène. Et à partir du moment du clap du début, on est totalement plongé dans l'histoire même que l'on voit dans le film et dans l'autre série. J'ai trouvé que c'était très bien réalisé. J'ai moins aimé que la version originale que j'avais déjà vue. Mais en fait, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est le fait qu'il y ait cette réadaptation à l'américaine. Ce que j'avais saisi, c'était justement que c'était une reprise, version américaine certes, mais toujours dans le même contexte social et historique. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de prendre justement ce point de vue inversé où la femme est celle qui s'émancipe, donc ça fait tout de suite résonance aussi à la prise de position des femmes au fur et à mesure, parce que à l'époque de Bergman, on était d'autant plus dans une société qui était fermée au niveau de la femme. Là, la question que je me pose, c'est justement est-ce que c'est pas du féminisme washing que de présenter cette femme qui s'éloigne de son foyer. Et ce qui était intéressant et ce que je relève beaucoup, comme dans l'épisode que j'ai pu entendre de PIC TV au sujet de la série, c'est que la femme, elle est quand même prise à beaucoup de doutes, beaucoup de culpabilité. Elle s'éloigne de son mari, elle rencontre quelqu'un d'autre. Et ce que l'on voit depuis le début, c'est qu'elle culpabilise énormément de repartir au travail après son congé maternité et son arrêt pour s'occuper de sa fille. Là, c'est plus le père qui, grâce à son métier, peut beaucoup s'occuper de leur enfant. Mais du coup, la mère est pas forcément présente. Ça prend beaucoup de place et
elle interroge cette place-ci au fur et à mesure. La relation se délite avec beaucoup plus de rapidité que dans la version initiale et c'est ça aussi qui m'a un petit peu moins plu. Je ne nie pas que c'est une très bonne réalisation, mais là on dit que c'est une réadaptation pure et simple. Je dirais plus, et je préviendrai les gens qui voudraient la regarder, que c'est plus une revisite de cette histoire initiale. Ensuite je passe au film. Je suis allée plusieurs fois au cinéma, je vais noter 2-3 films que j'ai vus sur Canal, mais ils n'ont pas été extrêmement puissants pour moi. 2 salles, 2 ambiances, à savoir que j'ai regardé La Môme, qui relate la vie d'Edith Piaf, c'est interprété par Marion Cotillard. Alors c'est un film dont on a énormément parlé, il a gagné beaucoup de prix et puis elle a été promue du coup à l'international grâce à ce film, beaucoup. J'avoue que je m'attendais à beaucoup parce qu'on me l'avait beaucoup vendu. Et je l'ai regardé, je l'ai pas trouvé mauvais, mais par contre j'ai trouvé qu'on lui avait justement porté beaucoup de crédit sans que ça ne soit forcément très pertinent. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui est agréable à regarder mais qui est long pour ce que c'est et à la fois le point le plus embêtant c'est que le réalisateur a voulu mettre beaucoup dans l'histoire d'Edith Piaf, a voulu relater sa vie de son enfant jusqu'à la fin de ses jours, sans pour autant qu'il y ait une chronologie qui se respecte. C'est-à-dire que moi, il y avait des fois où j'étais perdue, ça m'a perdue concrètement dans l'histoire. Je savais plus si les faits étaient un rêve, si c'était la réalité, parce que Edith Piaf a eu un accident, donc on ne sait pas exactement si elle imagine tout ce qu'on voit ou si justement c'est une réalité qu'elle a réussi à surpasser. Puis on revient à cette période où elle est en institut pour se soigner. J'avoue que ça m'a perdu, ça m'a déplu, là où en fait ça aurait pu être intéressant que de voir une chronologie qui soit totalement défaite, mais qui suive en fait. Et moi j'ai pas réussi à accrocher. Ouais, je suis un peu déçue de La Môme, alors que j'aime bien les biopics en règle générale. En soi, dans la construction du récit narratif, ça m'a un petit peu fait penser à Barbara, qui avait été écrit par Mathieu Amalric, je crois, qui a une chronologie totalement différenciée de ce qui est, parce que il a en fait une histoire dans une même histoire, dans une actrice qui doit interpréter le rôle de Barbara à l'écran, alors qu'on voit un film plus ou moins sur Barbara. Et ça n'a pas du tout été présenté comme ça. Là où je vois La Môme dans le même sens, c'est que la chronologie de Amalric est différenciée et qu'on ne sait plus si c'est la réalité ou non. C'est exactement la même chose. On part sur un film très bonne ambiance, plutôt bête, mais qui m'a fait tellement plaisir à voir. Il s'agit de Connasse, princesse de cœur, qui est interprétée par Camille Cotin. On va suivre cette femme, très désagréable, avec cette figure que l'on connaît si bien si on a regardé la série et dont on a tant entendu parler. Cette femme qui n'est pas satisfaite de sa vie, qui se fait virer de son emploi parce qu'elle est extrêmement désagréable, décide qu'elle n'a pas la vie qu'elle devrait mener. Elle va aller chez le notaire pour lui dire voilà, moi j'ai une vie de personne lambda, ça ne me convient pas, qu'est-ce que vous me proposez? Donc ils font l'état des lieux ensemble. Le notaire lui dit vous pouvez devenir femme de politique, femme de chanteur, femme d'acteur, et elle s'imagine tous les scénarios possibles et imaginables. Elle fait ah non, ça va pas le faire. Elle réfléchit et elle se dit la personne qui serait le plus adéquate pour devenir mon compagnon serait un héritier. Elle décide que ça sera le prince Harry. Et elle se rend en Angleterre avec un petit peu d'argent que sa mère lui a prêté et elle va essayer de conquérir le prince Harry. Et on va la suivre dans ce voyage en Angleterre avec toutes les bêtises qu'elle va faire pour essayer d'attirer son attention. Et c'est tellement drôle, mais ça fait tellement de bien. Donc voilà, si vous y avez accès, je vous laisse le regarder. Je passe à ce que j'ai vu au cinéma. J'ai vu The Friend Dispatch, qui est le dernier film de Wes Anderson, où on voit un casting plus bankable que possible, tu meurs. Il y a Timothée Chalamet, bon, Léa Seydoux. Il y a également Tilda Swinton, j'allais oublier de le dire. Benicio del Toro. Le synopsis donc est celle d'une revue hebdomadaire qui va bientôt fermer ses portes. On va voir 3 histoires séparées par rapport à des anecdotes que voulait voir mettre sur papier dans le dernier journal le fondateur de celui-ci. Alors j'essaie de retrouver la ville dans laquelle se tient ce film. Alors j'ai plus le nom exact, mais il me semble que c'est une ville qui s'appelle Ennui, mais c'est un nom composé. On a 3 histoires.
Celle qui m'a le plus plu, c'est peut-être celle sur la Révolution, donc je crois que c'est la deuxième. J'ai été étonnée de voir que j'aimais bien cette histoire alors que il y a notre très célèbre Timothée Chalamet qui est dedans et que je ne suis pas forcément l'une des personnes les plus friandes de son jeu, mais bon, ça je reviendrai pas dessus. Léa Seydoux, c'est une actrice que j'ai pas l'habitude d'apprécier dans ses réalisations. Là ça s'est plutôt confirmé. J'ai été très déçue parce que Wes Anderson, c'est un de mes réalisateurs préférés. Quand je l'ai découvert quand j'étais plutôt jeune, avec collégien au cinéma il me semble, ou lycéen au cinéma. Je l'avais découvert grâce à un film qui est pas forcément le plus plébiscité de sa filmo, qui est La famille Tenenbaum. Et c'est à l'heure d'aujourd'hui toujours l'un de mes films préférés. Il a été beaucoup plébiscité au moment de la sortie de The Grand Budapest Hotel. Et c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont connu. Alors on retrouve une esthétique qui est belle avec toutes les couleurs qu'on lui connaît, mais je trouve que le plot était beaucoup moins entraînant que dans les autres films que j'avais vus, donc ça m'a déçu déjà. J'ai trouvé que la construction narrative était perdue. Je dis pas ça parce que c'est 3 histoires, mais je dis ça parce que ça m'a pas emporté en fait. C'était plaisant de voir une sorte de triptyque. Ça n'a pas réussi à me garder encore une fois, donc j'ai été relativement déçue. Là, il y a l'utilisation aussi de techniques qu'il n'utilisait pas avant, donc ça peut être intéressant. Il utilise du noir et blanc, il utilise de l'animation, ce qui change aussi. Et ce que j'ai entendu dans beaucoup des revues de cinéma que j'ai pu écouter ou dans les journaux que j'ai pu lire, c'est que justement il a peut-être cette envie maintenant que de se détacher de cinéma qu'il a fait et qu'il a fait connaître, et je sais pas où est-ce qu'il va nous amener. Ce qui me fait un petit peu me questionner aussi, c'est que qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer. J'espère qu'il prendra peut-être, ça on n'en sait rien, mais des acteurs et des actrices qui soient moins bankable et qui puissent quand même servir à un scénario qui soit plus souligné que celui-ci, j'ai envie de dire, qu'il arrivera quand même à faire des films tout aussi catchy qu'ils ont pu être. Deuxième film que j'ai vu au cinéma, il s'agit des Olympiades de Audiard. Ok. Audiard, c'est l'un des réalisateurs avec lequel j'ai énormément de mal. Jacques Audiard, non pas de Michel Audiard qui était son père. Jacques Audiard, il a réalisé beaucoup de films, et pour le bac de cinéma, j'avais des films à analyser et j'ai dû analyser De battre mon cœur s'est arrêté, et j'avais une professeure de cinéma qui nous passait les séquences en boucle pour qu'on fasse des analyses filmiques. Ça m'a traumatisée. J'avoue qu'à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus regarder de films avec Romain Duris sans péter un câble et regarder de films de Jacques Audiard sans péter un câble. Depuis quelques années sont passées et j'ai pu en regarder quelques-uns. Les Olympiades, dans son histoire et dans l'esthétique qu'il proposait, et lorsque j'ai vu les bandes annonces, m'a donné très envie, à défaut que ça soit réalisé par Audiard. Je sais aussi qu'il a été aidé par Céline Sciamma et Léa Missus. Je me suis dit, il a été aidé par des femmes qui en plus de ça sont quand même très engagées. Ça peut amener beaucoup de choses à son récit qui parfois a été très mauvais par rapport à la place des femmes dans ses films précédents. On va suivre des jeunes dans le quartier des Olympiades. Il y a une esthétique en noir et blanc, ce que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un contraste des couleurs et des tons qui est très bien utilisé. Il y a une façon de filmer les corps qui est belle, au-delà d'être plus douce que dans ses films précédents. Il y a une façon de montrer la violence qui diffère également de ses réalisations antérieures. Dans ses portraits-ci, qui sont pas forcément linéaires, je trouve que les récits sont tous intéressants, que les personnages sont plutôt développés, que j'avais déploré dans les autres films que j'avais vus de lui. Alors j'ai 2 personnages qui m'ont vraiment intéressée. J'avoue que la première a moins été plaisante à mon goût, mais après j'en ai parlé avec Style Lisa sur Instagram, qui avait aussi une chaîne YouTube si vous la suiviez à l'époque. Et contrairement à moi, elle a beaucoup plus aimé le premier, qui était totalement détaché des réalités et qui était hyper égoïste. On va avoir justement cette personne-là. On va avoir le personnage de Camille, qui est un homme qui rentre dans la coloc avec elle et qui doit faire face à plusieurs déceptions, notamment parce qu'il essaye d'avoir le diplôme de l'agrégation et que c'est très compliqué. On va aussi avoir le dernier personnage qui est celui qui m'a le plus plu peut-être, quoique celui de Camille m'a aussi beaucoup plu dans les difficultés qu'il rencontre dans sa vie. Ce dernier personnage, c'est une femme qui a perdu son mari et qui était agent immobilière, et elle décide
décide de venir à la fac de droit qu'elle avait arrêté, il me semble, au début de sa vie. Donc on va voir les difficultés qu'elle rencontre, que ça soit au niveau des études en elles-mêmes ou de ses camarades. Et tous ces 3 personnages vont être les uns avec les autres. Tous les personnages vont résider dans le quartier des Olympiades. Tous ces personnages vont se connaître, s'éloigner et ils vont vivre tous les 3 ensemble, plus ou moins, une même intrigue. Voilà, encore une fois, je trouve que la photo est très très belle, elle a été très bien gérée, la caractérisation était bonne. Ce qui était peut-être moins chouette, comme ont pu le relever les personnes que j'ai entendu parler de ce film, c'est que à aucun moment on ne voit réellement le quartier des Olympiades, là où le film s'appelle comme ceci. Il y a la question des origines sociales aussi, la question du harcèlement qui est quand même bien utilisée. C'est un film qui montre quand même beaucoup de sexe, mais vraiment les esthétiques ont été celles que j'attendais et j'ai clairement pas été déçue, voire même j'ai aimé plus encore que ce que j'imaginais. Je vous le conseille réellement si vous ne l'avez pas vu et si vous hésitez à le voir. Dernier film que j'ai vu au cinéma, il s'agit de L'événement de Audrey Diwan. Il a gagné un prix à Venise. On va revenir sur une partie de la vie de Annie Ernaux qu'elle a relatée dans un livre qui s'appelle également L'événement. Et dans ce livre aussi, elle parle de son avortement lorsque l'avortement lui-même n'était pas autorisé par la loi. À l'époque, Annie Ernaux, elle était tout fraîchement arrivée à la fac. Ma carte mémoire était pleine. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai un train d'ici une demi-heure. Donc, elle arrive à la fac et elle a absolument envie de devenir prof et elle a de plus en plus de difficultés alors qu'elle est une élève brillante initialement, notamment parce qu'elle doit faire face à l'annonce justement du fait qu'elle soit enceinte et qu'elle ne veut pas cet enfant et qu'elle va devoir avorter, sauf que c'est illégal. C'est très mal vu par la société, y compris par ses amis de son âge, et elle va essayer de combattre tout ça grâce à l'aide de son médecin. Elle va aller voir d'autres médecins, elle va avoir aussi tout le poids de la société sur elle, qui lui dit qu'il faut absolument qu'elle garde cet enfant, que c'est tabou, que en fait si les femmes essayent d'avorter, elles finissent en prison si elles ne meurent pas de l'opération. Pour autant, elle va vraiment essayer de ne plus être enceinte. On en a effectivement beaucoup entendu parler à sa sortie et même avant lorsqu'il a gagné ce prix, parce que ça fait aussi référence au fait qu'il y a plus en plus de femmes qui sont mises en avant sur la scène du cinéma français. On a beaucoup dit que ce film était très poignant. J'ai même des gens qui ont failli sortir de la salle, qui ont trouvé ça très pesant. Alors c'est sûr, je pense que quand on a fait face ou quand on fait face à ce type d'événement-ci, c'est très très compliqué à voir. L'accès à l'avortement est légal désormais, en espérant que ça le reste, notamment parce que ça l'est pas encore dans plein d'états aux États-Unis et dans plein d'autres pays. Audrey Diwan, elle avait quand même demandé l'avis à Annie Ernaux pour réaliser le film et son avis par rapport à la façon qu'elle avait de relater l'histoire, ce qui était hyper important à ses yeux et ce qui me semble moi aussi hyper important. Ensuite, ce que je note, c'est que là où diffère le livre et le film, c'est que Audrey Diwan, elle donne beaucoup plus de place à l'avortement dans le film que ne l'a fait Annie Ernaux dans le livre. C'est-à-dire que dans le livre, il y a beaucoup plus la place du fait de vouloir devenir écrivain au fur et à mesure et à quel point cet événement-ci finalement, c'est aussi la révélation du fait qu'elle a besoin de relater cette histoire, de l'épopée qu'elle a dû affronter. Je pense que à l'écrit ça doit être hyper poignant que de voir les scènes que l'on voit dans le film, mais il est vrai que la réalisation est beaucoup plus portée sur la façon dont son contexte social, qu'il s'agisse de l'université où c'est justement une notion beaucoup plus élitiste, ou même la notion campagnarde entre guillemets de ses parents qui ne se doutent même pas en fait au début. On voit aussi à quoi doit faire face cette jeune femme en tant que femme elle-même et au sexisme ambiant qu'elle affronte. Alors moi aussi j'ai trouvé que ce film était excellent, il est effectivement très poignant. Après j'ai pas été aussi dithyrambique quant au fait que je pouvais pas rester dans la salle, quant au fait que ça m'a prise. Par contre, il y a des scènes où je me suis mis les mains devant les yeux, ou voir la douleur de cette femme, que ça soit physique ou mentale, c'est très prenant, c'est certain. Je trouve que c'est très bien réalisé, que en plus ça met en avant un thème qui est à nouveau sur la scène actuellement, que ça parle aussi des violences gynécologiques qu'il y a, la façon dont on a tué beaucoup de choses à ce niveau-là, notamment le fait qu'il y avait des médecins
qui prescrivait des médicaments pour renforcer l'embryon, pour que les femmes aient de plus en plus de mal à avorter. Ça revient sur une part de l'histoire au-delà de l'histoire personnelle et je trouve ça hyper important encore une fois. Donc je vous incite vraiment à le regarder, à le voir, à aller en salle, à en parler et puis voilà, simplement regarder l'événement de Audrey Diwan. Ensuite, je passe rapidement aux livres. J'en ai lu 3 mais j'ai terminé le dernier cette semaine, donc je vous en parlerai sûrement dans le bilan culture du mois de décembre parce que là je vais clairement pas avoir le temps malheureusement. Donc je vais revenir sur le premier livre. Il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley. C'est un classique de la littérature anglaise. Ce livre est né d'un défi qu'elle s'était lancé avec 2 de ses camarades où une nuit où ils s'embêtaient, ils se sont donné le défi d'écrire l'histoire la plus terrifiante avec un personnage de monstre, il me semble. Et donc elle a relevé le défi, elle a écrit Frankenstein, non pas une nuit, elle l'a continué au fur et à mesure, à partir de l'histoire qu'elle avait créée. Au début, ça m'a intéressée. Faut savoir que le livre, il est séparé en plusieurs parties. Moi, la première partie, c'est celle qui m'a le plus plu. Par contre, les suivantes étaient vraiment longues. J'ai du mal à rester dedans. Je trouvais que ça tenait beaucoup en longueur, que ça s'écoutait beaucoup. Il y avait beaucoup aussi de thèmes techniques, biologiques, de la société de l'époque, qui n'étaient pas du tout en fait ce à quoi je m'attendais. Et pas dans le bon sens du terme. Donc vraiment, en demi-teinte. Je trouve pas que l'écriture ait été incroyable non plus. Après, c'est peut-être dû à la traduction. J'ai eu du mal à le terminer. Même pour un livre qui fait 300 pages, je l'ai tenu sur, je sais pas, 2 semaines en octobre et 2 semaines en novembre. Ça a pas réussi à arriver là où je l'espérais. Donc je suis réellement déçue de cet ouvrage en anglais que j'espérais aimer, contrairement à d'autres que j'avais pu lire auparavant. Si vous avez des classiques de la littérature anglaise à me recommander, je vous laisse me mettre ça en commentaire, mais pour l'instant, ça a du mal. Deuxième bouquin dont je vais vous parler, il s'agit de Chanson douce de Leila Slimani. Il a gagné le prix Goncourt en 2016 ou 2017. Leila Slimani, c'est une autrice franco-marocaine. Elle est très attachée à sa culture marocaine et elle a un père qui a eu une place très importante au Maroc. Chanson douce, c'est son deuxième roman. Le premier était Dans le jardin de l'ogre, qui revenait sur l'histoire d'une femme accro à la sexualité. Ici, on va suivre une famille bobo, vraiment le cliché de la famille aisée dans le 10e parisien. Et la mère voudrait reprendre son travail parce qu'elle a été en congé maternité pendant longtemps. Elle est avocate et le mari est réalisateur, il me semble. Ils vont donc chercher une nounou, ils vont faire des rencontres très exigeantes et ils vont finir par embaucher Louise. Louise, c'est une femme qui a quand même vécu, elle est veuve, elle a une 50aine d'années, elle a eu une enfant qui a désormais 20 ans, elle a beaucoup de temps libre, donc du coup elle peut s'occuper de leurs enfants. Louise, au fur et à mesure, elle va prendre beaucoup de place dans leur vie. Elle va du coup s'occuper des enfants, ils en sont très heureux. Les enfants vont l'adorer dès le début. Elle va finir par venir de plus en plus tôt, faire plus qu'une nounou. Elle va leur faire le ménage, faire la lessive, leur faire des courses. Elle va être leur bonne à tout faire en même temps qu'elle devient leur nourrice. Elle va même prendre de la place au sein du foyer. Elle va manger avec eux, elle va être invitée à des réceptions qui vont tenir. Ils vont partir en vacances ensemble. Clairement, ça dépasse la notion d'employeur et de salarié. Cette dissociation initiale, elle va partir totalement à défaut de cette fusion entre les parents et la nourrice, les enfants. On va voir à quel point ça va être très enfermant, très nocif. Il y a une notion de folie dans ce livre, c'est-à-dire que il y a vraiment une cruauté qui est extrêmement puissante. On en a beaucoup entendu parler parce que en fait l'histoire a été révélée depuis sa sortie. Lorsqu'il a gagné le Goncourt, on a beaucoup fait parler de l'intrigue et donc je pense que vous êtes au courant qu'il s'agit en fait d'une nourrice qui, spoil juste après cette phrase, tue les enfants qu'elle garde. Elle va prendre énormément de place dans le foyer, comme je l'ai dit. Puis, il y a un moment où elle est trop présente, étouffante pour la famille, et que les parents essayent de l'éloigner de plus en plus, là où elle voudrait rester, et où elle essaie même de les faire avoir un 3e enfant,
pour ne pas partir à un moment donné. Elle incite aussi la gamine à mettre en tête de sa mère de vouloir faire un frère ou une sœur. Clairement, il y a quelque chose d'extrêmement destructeur, de maladif carrément dans les relations sociales, socialement parlant ou humainement parlant, hein, j'entends, et ça se ressent énormément. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé justement que l'écriture était incisive, l'histoire se tenait bien, que c'était pas trop long pour décrire très justement les faits qui étaient relatés, parce qu'il faut savoir que c'est tiré d'un fait divers qui a été effectué par une nourrice dans une famille plutôt aisée de New York, aux États-Unis, il y a quelques années. Et donc Leila Slimani s'en est inspirée. Là où je trouve que les Goncourt, on leur donne beaucoup de prix en règle générale, ici c'est pas le cas. Je trouve que elle justifie énormément par son écriture les remarques qui lui ont été faites, que c'est un livre qui est très bon, notamment par sa chronologie, sa narration, parce que le pôle qu'elle a décidé de prendre, c'est de commencer avec la phrase de fin. On va suivre toute l'intrigue d'une façon chronologique normale, mais la première phrase et les premières pages du livre, ce sont 2 ou 3 pages qui reviennent sur le dénouement de l'histoire. Et malgré cela, elle arrive quand même à nous tenir en haleine sur comment ça se passe. En tant que lecteur, on sait que ça va mal se terminer, mais ça n'est jamais révélé ouvertement. Je trouve que l'écriture est bonne, vraiment qui attrape dès le début. Je retrouve beaucoup de ce que j'avais dit par rapport à la vraie vie de Adeline Dieudonné. Je trouve que c'est un livre vraiment très entraînant dans la cruauté qu'il montre, et j'ai pas grand chose d'autre à en dire parce que vu tout le crédit qu'on lui a accordé, vous en avez sûrement entendu parler et je peux juste vous confirmer que c'est justifié à mon sens. Ensuite, j'ai vu le film qui diffère quelque peu et je vous en parlerai dans le mois prochain et peut-être dans une vidéo dédiée si ça peut vous intéresser. Je vous laisse me mettre ça en commentaire. Mais pour le livre, en tout cas, j'ai été très agréablement surprise. Voilà, je prends pas le risque de parler du dernier livre, même s'il n'a pas été extrêmement intéressant ici, parce que je préfère finir de préparer ma valise et ne pas rater mon train. Donc sur ce, je crois que j'en ai terminé pour le bilan du mois de novembre. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, aimer, venir me parler sur Instagram, sur mes autres réseaux sociaux, me suivre sur Goodreads, Letterboxd, Sens Critique. Tout ça sera en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sachez que je vais essayer, rien n'est sûr, de parler plus amplement ce mois-ci, pendant ce mois de décembre. Donc, je vous laisserai regarder le reste des vidéos qui vont paraître. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!